Comment je suis chaud que la Switch 2 sorte. Même pas pour jouer à Mario Kart et Donkey Kong. J'ai juste trop hâte que la Switch 1 devienne officiellement une console morte. Pour qu'elle s'inscrive encore mieux dans la philosophie de ma chaîne. Parce que j'aime trop en parler. Après tout, c'est encore ma console préférée. Pourtant, j'admets qu'elle a des défauts. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi, je l'ai améliorée. Personnellement, je suis un des rares partisans de la théorie que la Switch n'a pas besoin d'être plus puissante pour le moment. La mienne me suffisait amplement vu que je joue qu'à des jeux first party et des compilations rétro. Pour tout le reste, j'ai déjà ma Xbox. Rien que cette année, Metroid Prime 4 tourne toujours à 60 FPS sur Switch 1. Et Pokémon Legend ZA, peu importe le framerate, ça reste affreux. Donc je considère que notre console de 2017 a encore des choses à offrir et j'espère vraiment que Nintendo va pas l'abandonner de sitôt. Parce que je suivrai avec beaucoup d'attention les jeux Switch 1 qui sortent après l'arrivée de la 2, comme je le fais depuis 5 ans avec la PS4. La 3DS avait tenu 2 ans après la sortie de la Switch, j'ai bon espoir que la Switch 1 fasse mieux, avant de se faire totalement remplacer. Mais j'arrive à concevoir que pour certains, notamment les plus jeunes d'entre vous, on peut se lasser d'un appareil qui a la même gueule depuis si longtemps, et la même prise en main. C'est pour ça que j'ai quelques petites choses à vous suggérer pour améliorer l'ergonomie. En espérant que ça canalise un peu ce besoin de nouveauté qui pousse à consommer. Vous savez ce qu'on suggère à ceux qui achètent un nouveau téléphone tous les ans? C'est déjà dans un premier temps de changer de coque et de fond d'écran. Ça donne déjà l'impression d'avoir un truc un peu nouveau, alors que t'as pas cramé plusieurs centaines d'euros. Bon, le souci c'est que la Switch n'a toujours pas de fond d'écran customisable, même après 8 ans. Donc c'est plutôt dans le hardware que dans le software qu'il faudra aller chercher de quoi personnaliser sa console. La manette Pro Switch a beau être ma manette préférée ever quand il s'agit de jouer à des jeux 3D classiques, pour le reste ça peut être bof. Déjà, le premier constat avec la console, c'est que la Switch c'est une super console polyvalente. Mais à essayer de faire plusieurs choses, forcément il y en a qu'elle fait pas très bien. J'ai donc essayé de corriger 2 défauts de la console pour moi, un qu'elle a en mode portable et un qu'elle a en mode salon. Habituellement, j'ai tendance à prioriser les accessoires officiels, mais ces derniers temps, je me surprends à accepter de partir sur du tierce. Vous allez voir ça. Mais avant, on va commencer par le mode portable avec le SplitPad Fit Dori que j'ai acheté au Japon, parce que je l'ai trouvé qu'à une trentaine d'euros, donc moins cher qu'en France. Pour la petite histoire, mes Joy-Con originaux du lancement de la Switch déconnaient pas trop en vrai, vu le peu de fois que je m'en servais en mode portable. J'ai pas beaucoup de drift, à part à de rares occasions, mais le plus gênant, c'est que quand je jouais en salon, ça captait pas bien. Il y avait un problème de distance pour que ça soit reconnu avec les premiers modèles. Seulement voilà, vous le savez, Nintendo a été attaqué en justice, et depuis, ils offrent gracieusement la réparation de vos Joy-Con si vous leur envoyez. C'est ce que j'ai fait donc, mais j'avais peur que ça prenne du temps et que j'ai rien d'autre pour jouer en portable en attendant. C'est là que les Joy-Con Dori interviennent. Ils m'intriguaient pas mal, je les trouvais cool, surtout en version jaune, comme ma PS Vita Jap. Elles sont bien assorties, sœurs de couleur. Bon là vous voyez que j'ai une Switch OLED, mais c'est pas la mienne, hein. Je l'ai empruntée pour la vidéo. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça s'imbrique super bien dans le design de la Switch. On dirait presque un produit officiel. Et bah justement, c'est des manettes sous licence officielle Nintendo, même si c'est fait par Ori. Mais eux c'est des partenaires de Nintendo depuis déjà longtemps, hein. Déjà dans les années 90 ils faisaient des manettes pour leurs différentes consoles. Des manettes qui ont très bonne réputation, hein, comme cette manette Nintendo 64, avec un vrai joystick que j'ai également acheté au Japon. Mais revenons à nos moutons. Premières impressions sur le Joy-Con Ori, c'est que c'est très confortable, les vrais boutons qui s'enfoncent, contrairement au Joy-Con. La texture du stick aussi est très cool, c'est une sorte de gomme qui glisse pas. La croix fait pas ouf de loin, mais en main, sur Pick the Cat par exemple, j'arrivais à être réactif. C'est pas non plus excellent, mais c'est une belle amélioration par rapport au bouton de base. Ça devient enfin jouable de faire du Ultra Street Fighter 2 en mode portable. Le poids est très correct, ça rend pas la console beaucoup plus lourde je trouve. Vu que le poids est réparti sur une plus grande partie de ta main que les Joy-Con, qui eux forcément sont plus petits donc exercent une pression plus concentrée dans ta paume, et le pad Ori paraît presque plus léger. Mais c'est une impression parce qu'il est moins compact. Là on sent qu'il y a que du plastique. C'est même un peu vide à l'intérieur, vu qu'il n'y a pas de gyroscope ni de vibration. Et j'ai à peine eu le temps de tester que Nintendo m'avait déjà renvoyé les Joy-Con que je leur avais envoyés pour réparation. En fait, ça durait même pas 2 semaines. Au bout de 10 jours, j'avais des Joy-Con tout neufs dans ma boîte aux lettres. Donc franchement, si vous avez des paires de Joy-Con un peu vieilles chez vous qui traînent, envoyez-le à Nintendo tant que c'est gratuit, même si vous n'avez pas encore trop de soucis de Joy-Con drift. On sait jamais, ça peut arriver à tout moment. Là, la qualité du service client est top. Et on sait jamais s'ils arrêtent de financer ça après le lancement de la Switch 2.
Ça serait dommage que ça devienne payant, donc faites-le tant que c'est possible, c'est ma recommandation. Sauf que maintenant que j'ai mes vrais Joy-Con et mes Joy-Con Ori, j'ai pu m'adonner à des expérimentations. Regardez, un de chaque. C'est beau, hein? Ça a l'air très bizarre en vidéo, mais je vous assure que c'est assez confortable. Et je pense même que c'est un super compromis pour les jeux où tu veux du gyroscope. Comme ça, tu gardes ton super stick droit, et en plus, t'as de la reconnaissance de mouvement et des vibrations. Honnêtement, je pensais que ça serait horrible que ça vibre que d'un seul côté, mais en fait, la vibration se propage sur toute la console, donc c'est absolument pas frappant que ça vibre que d'un côté. J'étais très surpris. Je pense qu'ils devraient carrément vendre le Joy-Con droit Ori séparément. Comme à un moment donné, ils vendaient que le Joy-Con gauche avec une croix. Parce que pour moi, le plus important dans ce pad, c'est justement la position du stick droit. C'est souvent lui qui nécessite d'être le plus précis, que ça soit pour bouger la caméra ou pour viser. Le joystick gauche, en général, c'est juste pour indiquer une direction. Celui des Joy-Con suffit. Seulement le placement du stick droit de base est juste en dessous des boutons, donc c'est pas du tout confortable, tu tords ton pouce. Sur le pad Ori, il est légèrement en biais, donc pour les jeux 3D, ça change tout. C'est beaucoup plus confortable. Et par exemple, sur un jeu comme Astral Chain, où en plus tu appuies sur les gâchettes RZ et LZ assez souvent, bah la forme des Joy-Con bien arrondie fait que ma main a tendance à glisser vers le haut à mesure que j'appuie. Alors que sur les Joy-Con d'Ori, bah j'ai une meilleure stabilité de ma main. Donc pour profiter du gyroscope et des vibrations, s'il y avait qu'une moitié à garder, bah ça serait la moitié droite. Notamment pour profiter des boutons bien plus gros. C'est un peu moche à regarder niveau asymétrie, mais après quelques minutes en main, on s'en rend même plus compte qu'il y a une différence de taille. On n'y pense plus quand on est dans le jeu. Vu que le pad Ori, son avantage c'est qu'il est pas non plus énorme. T'as pas l'impression de tenir une vraie poignée de manette. Ça, on va y revenir. Mais en attendant, au niveau des fonctionnalités supplémentaires, il y a un bouton Async et Turbo, et ça marche que pour les boutons qui sont du même côté de la manette. D'où l'intérêt de garder que le stick droit. Regardez, il y a même un bouton à l'arrière! FR! La France! Le turbo s'active facilement et c'est assez utile pour skipper les dialogues ou avancer vite sans avoir à matraquer A, dans un jeu Pokémon par exemple. Ori, ils avaient déjà sorti un modèle pas compact du split pad à l'époque de la sortie de Demon X Machina. De ce que j'en ai vu, il y a des gens qui aimaient bien, mais pour moi ça avait l'air vraiment trop gros. La Switch, on est quand même sur une console portable, je le rappelle. Et là, c'est comme s'ils avaient greffé une manette pro de chaque côté de l'écran. Non mais franchement, qui serait assez stupide pour juste couper une manette en deux pour le mettre de chaque côté de l'écran? Ah, mince. Donc Ori, ils ont dû entendre les retours des joueurs, et c'est pour ça qu'ils ont sorti cette version Fit, qui se situe quelque part entre le Joy-Con de base et le split pad original. Je trouve que quand tu mets des manettes trop grosses, tu perds le côté portable, et on commence à se rapprocher dangereusement de la taille d'un Steam Deck. Et là vous me direz, bah si tu veux plus de confort, autant directement jouer sur un Steam Deck très ergonomique. Je vous répondrai oui, mais le split pad coûte 10 fois moins cher. Sauf que bien sûr ça marche qu'en mode portable. Donc ok, c'est pas le top du top, il n'y a pas toutes les features qu'on voudrait, mais c'est ce qui permet de garder un prix attractif. Si vous en trouvez comme moi à peine plus de 30 €, c'est un super plan pour avoir une prise en main bien plus confortable que les Joy-Con. S'il devait y avoir une batterie intégrée, les vibrations HD, le gyroscope et le NFC, ça monterait facilement le prix à 70-80 balles, et jamais j'aurais payé ce prix, vu que je suis pas un joueur très portable. Mais là, cette nouvelle ergonomie me donnerait presque envie de la sortir plus souvent. Si j'avais pas déjà la Switch Lite. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, je préfère de loin la forme de la Switch Lite. N'empêche, la Switch de base, pour sa versatilité et son côté customisable, jusqu'à même sa prise en main, bah c'est ouf comme console. Là où sur d'autres machines, t'es limité au fait de mettre un grip par-dessus ta console portable. Mais ça changera pas la position des boutons et du stick. Je pense à la Vita notamment. Là, avec des nouvelles manettes à peine quelques dizaines d'euros, on a déjà l'impression d'avoir une nouvelle console presque. Donc assez souvent, j'alterne de prise en main. Switch Lite, Switch sur le dock, Switch avec le pad Ori, et ça tourne, comme l'énergie cyclique, et l'eau. Ensuite, pour le mode salon, j'ai pris la manette 8BitDo Pro 2 pour corriger le plus gros défaut de la manette Pro de Nintendo, sa croix. Et bah franchement, elle a une bonne prise en main avec ses poignets. La qualité de finition est un peu moins premium que la manette Pro, mais ça reste cool, c'est l'équivalent d'une DualShock 4 je dirais. Dernièrement, il y avait des collections de jeux rétro, comme la Street Fighter collection 30e anniversaire de Capcom, que j'ai prise sur PS4, parce que c'est ma console récente, entre guillemets, avec la meilleure croix selon moi. Mais maintenant que j'ai une croix sur mes Joy-Con, et que j'ai une manette sans fil avec une croix qui est bien positionnée, je sens que je vais de plus en plus envisager de prendre ces jeux dans leur version Switch. Tetris 99 avec cette manette, c'est un pur kiff.
D'ailleurs, dernièrement, je me suis remis à Tetris après une pause de plusieurs années, et y a pas à chier, Tetris 99, meilleur exclu Switch. J'ai fait Cuphead aussi comme ça à la croix, j'avais l'impression de jouer à un vrai jeu rétro. J'ai aussi redécouvert les jeux rétro du Switch Online, grâce à cette croix et ce layout de boutons style Game Boy original. Donc c'était parfait, quand on te dit Press Start, c'est plus immersif que d'appuyer sur plus. Donc ouais, pas grand chose à en redire, s'il vous manquait une croix sur Switch, celle-là fait largement le taf. Les joysticks quant à eux sont tout doux, ils fonctionnent, mais c'est pas pour ça que tu prends cette manette. Même si ça dépanne par rapport à d'autres manettes rétro qui, elles, n'ont pas du tout de stick. Ou alors de manière anecdotique, pas de très bonne qualité. Là, comme je vous l'ai dit, ça rappelle vraiment le positionnement sur la DualShock 4, mais la texture du stick est un peu plus lisse, ce qui fait que ça glisse plus des doigts que la manette Pro par exemple. Donc pour un jeu 3D, ça restera ma manette fétiche. Ça reste une super manette de joueur 2 ou 3 si tu veux jouer à Mario Kart. Là au moins tu te fous pas de la gueule de ton pote avec une vieille manette Big Ben. Et il y a même un gyroscope intégré. Ça c'est très pratique pour les jeux comme Splatoon ou Zelda. Mais aussi pour les jeux rétro. Vous savez, sur la console virtuelle Game Boy Color, il y a Kirby Tilt and Tumble, qui à l'époque avait un gyroscope dans la cartouche. Avec cette manette, tu peux y jouer grâce à la détection de mouvement. Il y a même les vibrations dans cette manette. Alors c'est pas le HD Rumble, mais hot take, je trouve qu'on a un peu surestimé l'apport du HD Rumble pour les jeux Switch. À part pour One to Switch, des vibrations classiques, ça suffit. Enfin sauf sur les jeux où il y a des nuances tellement fines qui servent un peu à rien, mais sur les manettes de constructeurs tiers, du coup ça se transforme en une vraie grosse vibration. C'est un peu hors propos. Genre sur Mario Wonder, il y a des blocs, quand tu marchais dessus, ça faisait une mélodie en utilisant la fréquence de vibration du Rumble. Bon bah là forcément, sur la manette 8-bit 12, ça fait juste un brrrr. Et pour terminer, un mot sur les gâchettes qui ont l'air d'être analogiques, donc ça sert à rien sur Switch vu que ça rajoute que de la distance. Mais c'est l'occasion de mentionner un gros avantage de cette manette, c'est sa compatibilité qui s'arrête pas qu'aux consoles Nintendo vu que tu peux là aussi la recycler sur PC ou sur mobile. Je l'ai payé 40 balles pendant des soldes, à ce prix-là, c'est un bon deal. Et alors que je préparais cette vidéo sur mes accessoires Switch préférés, il y a une entreprise qui m'a contacté pour m'envoyer des manettes. Ça m'a fait plaisir parce qu'habituellement quand je suis contacté, ça a aucun rapport avec mon contenu, donc j'ignore mes mails, mais là j'ai accepté. Alors je suis pas payé pour en parler, mais j'ai pas réussi à refuser cette réplique gratos de la manette GameCube, qui est multi-usage, parce qu'elle marche sans fil, mais aussi en la clipsant. Dès 2017, j'imaginais déjà des Joy-Con GameCube, ça a pris du temps à arriver, mais il y a plusieurs constructeurs qui s'y sont penchés, avec plus ou moins de succès. En tout cas, si j'avais vu celle-là à l'époque, j'aurais été très enthousiasmé. On en fait tout un foin des jeux GameCube qui arrivent sur la Switch 2, mais c'est vite oublié que la plupart des hits de la console sont déjà sortis dans une version remasterisée sur Switch. Et dans ce cas de figure, pour l'immersion, c'est pas mal ces manettes. On retrouve le layout et le design de la manette originale, mais pas complètement le même feeling, vu qu'elle est plus grosse. Les sticks sont creux, un peu comme sur Xbox. Par contre, il y a toujours l'écran qu'on aime tant dans le plastique. Le stick C est bien plus confortable, la croix aussi, là au moins, elle est utilisable, et même plutôt agréable, ça m'a surpris. Ça clique sous le pouce, comme sur Xbox, encore une fois, mais en plus dur. Plus surprenant, et très surprenant, c'est tous les boutons qui cliquent, un peu comme un clic de souris. C'est pas habituel pour une manette, alors que tous les boutons s'enfoncent vraiment, il y a du chemin. Mais au bout, il y a un clic. Les gâchettes pareil, et elles sont pas analogiques, mais ça surprendra personne, vu que la Switch n'en a pas. Au niveau des features plus poussées, on a toujours les boutons à l'arrière, au niveau des poignets, le bouton turbo, mais aussi un gyroscope intégré, un moteur de vibration, même si c'est toujours pas du HD Rumble, des joysticks All Effect pour réduire les risques de drift, et une batterie dans chaque Joy-Con pour jouer sans fil. Donc t'as un simple bout de plastique pour relier les deux parties en une seule manette. Ce qui fait que tu recharges indépendamment la partie droite et la partie gauche. Elles ont chacune leur propre port USB, donc y a pas besoin de se reposer uniquement sur la Switch pour les recharger, comme des Joy-Con classiques. Et ça c'est pratique, en vue de la compatibilité avec la Switch 2. Même si bon, je rappelle que le layout GameCube c'est un layout spécial. Tous les jeux sont pas forcément adaptés, mais par exemple un Mario Kart ou Smash Bros c'est juste parfait. Même Pokémon Arceus, si j'ai joué comme ça passe bien avec le gyroscope qui permet de viser, et la position naturelle de Y pour sauter et B pour se baisser, qui sont idéalement placés par rapport au gros bouton A. Si t'es du genre bling bling pro gamer, t'as même des petites lumières que tu peux changer, ou désactiver facilement avec un seul bouton. Alors qu'une chose soit claire, une fois clipsé, c'est
hyper confortable de tenir la Switch. Mais bordel, c'est énorme! Jamais tu joues comme ça dehors. C'est juste un setup marrant d'intérieur pour moi. Avec tous ces gros Joy-Con, ma Switch rentre plus dans aucune de mes housses. Donc pour l'emmener partout, pas pratique. Encore une fois, je reste sur ma Switch Lite, tant qu'à faire, quitte à avoir des joysticks nuls. Sinon sur ce pad GameCube de QRD, j'ai bien aimé le petit grip à l'arrière, et le fait que ça soit assez léger, malgré les technologies embarquées. Ça fait qu'une fois branché sur la Switch, on n'a pas non plus l'impression d'avoir une console de 12 kg, vu qu'elle se prend très bien en main. Mais la question que vous vous posez maintenant, c'est pourquoi acheter en 2025 des nouvelles manettes Switch, alors que la Switch 2 est à nos portes? Bah déjà, parce qu'ici on aime toujours nos consoles mortes, je vous le rappelle, mais cette manette QRD, même si tu pourras pas la clipser en mode portable, je sais qu'elle pourra toujours me servir de manette additionnelle en multijoueur, grâce au mode manette simple. Mais dans cette vidéo, je vous parle que de mon usage. Je vous incite pas à acheter quoi que ce soit pour vous, c'est juste à titre de renseignement. Mais s'il y a quand même un conseil que je peux vous donner, et ça s'applique aussi à la Switch 2, c'est que si vous voulez jouer en multi, n'achetez pas forcément 4 fois la même manette. Parce qu'elles ne vous seront utiles que quand il y aura des gens chez vous. Alors que si vous achetez 4 manettes différentes, avec chacune son élément distinctif, en plus de pouvoir les recycler en multijoueur quand il y a du monde à la maison, vous aurez aussi un intérêt vous-même à switcher d'une manette à l'autre en solo. Moi, même si j'adore la manette Pro, je trouverais ça dommage d'en avoir 4. Seulement, au lancement d'une nouvelle console, les offres de manettes des constructeurs tiers sont pas encore très développées. Donc on peut être vite tenté d'acheter plusieurs fois la même manette officielle hors de prix. Donc comme souvent dans le gaming, parfois la patience, ça paye. Et heureusement qu'en attendant, tu peux recycler tes vieilles manettes. Si comme Nintendo l'a annoncé, les manettes de la Switch 1 sont bien compatibles avec la 2. En somme, les 3 contrôleurs que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est pas les meilleures manettes du monde, je reste attaché à ma manette Pro, mais elles ont toutes le mérite d'être adaptables, de remplir différents objectifs, qui ne sont pas remplis par le contrôleur de base de Nintendo. Le SplitPad Dori, la manette Pro d'8BitDo et le QRD Stellar V5 ne sont pas parfaits dans l'absolu, mais c'est justement ça, tout leur intérêt. C'est d'être parfait pour une situation bien précise. Et c'est à ça que servent les constructeurs tiers, à combler les besoins des gros geeks que nous sommes avec nos jeux de niche. Pour récapituler, avant de vous quitter, le SplitPad Ori, pour moi c'est le meilleur compromis pour avoir l'impression d'avoir une console portable, mais plus confortable que des Joy-Con. La manette GameCube de QRD pour avoir l'impression d'avoir une vraie manette, si les prises en main à la PS Portal ça vous parle, que tu peux même convertir en une manette indépendante, confortable pour le mode salon. Et je le rappelle, ça ne se limite pas qu'au portage GameCube. Et enfin, la manette 8BitDo, si tu n'as 2 yeux, que pour la croix dans tes jeux 2D. Sinon, quitte à avoir une croix, vous pouvez faire absolument n'importe quoi comme moi et jouer en mode demi-Ori, demi-GameCube. Si vous cherchez des jeux GameCube à faire justement sur votre Switch 1, je vous recommande cette vidéo où je les ai tous répertoriés.